Sur TVS ce soir, à l'instar de tous les pays du monde, le Gabon célèbre ce 1er décembre 2017 la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. La cérémonie officielle a eu lieu à la mairie d'Ovendo en présence de plusieurs personnalités. Dans quelques instants, vous aurez les temps forts de cette cérémonie. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à cette nouvelle page d'information. Nous parlions tout à l'heure de la cérémonie officielle de lutte contre le VIH-Sida. Lors du dernier recensement, la volonté des autorités gabonaises dans cette lutte a conduit cette journée à de résultats bien que satisfaisants. Reportage. La journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida n'est pas passée sous silence dans notre pays, avec pour thème mondial « Droit à la santé ». Le lancement officiel des activités de cette journée s'est déroulé à la mairie d'Ovendo, devant un parterre de responsables politico-administratifs. L'approche multisectorielle et la synergie des efforts pour mettre fin au sida, thème national, a permis aux uns et aux autres d'unir leurs efforts pour une lutte efficace et sans faille. Cette journée est pour nous l'occasion d'affirmer l'engagement de la commune dans l'initiative Ma Ville s'engage. Initiative qui permet aux villes justement d'apporter leur pierre à la construction d'une société sans sida et contribuer ainsi à garantir le droit à la santé des populations qui doivent jouer leur partition en adoptant les comportements responsables. Selon la représentante de l'ONU-SIDA, le Gabon a franchi plusieurs étapes dans cette lutte au regard des résultats obtenus. Cette année, dans le monde, les étapes importantes ont été franchies pour atteindre les objectifs 90-90. C'est ainsi que près de 21 millions de personnes vivant avec le VIH dans le monde sont actuellement estimées être sous traitement. Le dernier rapport mondial de l'ONU-SIDA a montré que les 2/3 de la communauté des personnes vivant avec le VIH sont aujourd'hui informées de leur sérologie. De toutes ces personnes, environ 77% ont accès au traitement et 82% parmi eux de ceux qui sont sous traitement ont une virologie inactive. Les personnes vivant avec le VIH-Sida ont saisi cette opportunité pour interpeller à nouveau leurs frères et sœurs d'adopter un comportement responsable. Que chaque personne vivant avec le VIH sache que la santé a un coût. Et elle coûte cher. Le gouvernement fera mieux pour nous, mais nous devons nous montrer responsables dans les actes que nous posons. Arrêtons d'entretenir la chaîne de contamination inconsciente. Il faut dire que beaucoup de choses ont été faites et beaucoup reste à faire. Les efforts de toutes les parties prenantes sont attendus pour que la lutte soit encore plus efficace. Les activités de cette 30e journée de lutte contre le VIH-Sida se poursuivent tout le mois de décembre. Ces festivités qui se déroulent à la mairie d'Ovendo sont axées autour de l'approche multisectorielle et la synergie des efforts pour mettre fin au VIH-Sida. Retrouvons à nouveau Inès Ngunga Mombo. Les autorités compétentes mettent les bouchées doubles pour faire de la lutte contre le VIH-Sida une réalité et non une utopie. Les faits en témoignent au regard des résultats obtenus lors du dernier recensement allant de 2012 à 2016. De ce bilan, il ressort que le nombre de nouvelles infections a baissé de 23% entre 2012 et 2016. Chez les enfants de 0 à 14 ans, le nombre de nouvelles infections a chuté de 57% entre 2012 et 2016. Chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans, les nouvelles infections ont baissé de 19%. On note une augmentation dans le nombre de personnes mises sous traitement, particulièrement marquée depuis 2012. Donc dans cette période 2012-2016, le nombre de personnes sous traitement est passé de 14 000 personnes à 30 700 personnes. La journée mondiale de lutte contre le sida est une opportunité pour traduire notre engagement continu
à aider les populations affectées par le VIH et celles à risque. Il y a lieu ici de rendre un hommage mérité au personnel soignant, aux familles, amis et communautés qui soutiennent les malades et sensibilisent le public à la pandémie du virus du VIH. C'est donc le moment de rappeler à tous et à chacun la nécessité de rester mobilisé contre cette maladie qui tue encore aujourd'hui des millions de personnes de par le monde. Un hommage mérité a été rendu au personnel médical, aux parents qui ne ménagent aucun effort pour assurer aux personnes vivant avec le VIH-Sida les traitements et l'attention dont ils ont besoin. Le lancement officiel de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida a été une réussite. Les récents accidents de la circulation enregistrés ces derniers mois nous emmènent à nous interroger sur l'impact que revêtent les différentes campagnes de sensibilisation sur la sécurité routière. Reportage. Au Gabon, il ne se passe un seul jour sans que les médias ne relaient des accidents dramatiques qui se sont produits dans telle ou telle autre localité du pays. Ils sont régulièrement des lieux des drames, ceci d'autant qu'ils sont généralement à l'origine des pertes en vie humaine ou des séquelles qui marqueront à vie les victimes. Selon les statistiques de la Direction générale de la sécurité routière, 3302 accidents de la route ont été portés à la connaissance des forces de police nationales, dont 2419 accidents avec dégâts matériels, 585 avec des dégâts corporels, 184 sans tiers et 114 accidents suivis de décès. Ce chiffre était de 1597 il y a quelques années, soit une augmentation de 106,76% malgré les campagnes de sensibilisation organisées ça et là. Récemment encore, la DGSR, Direction générale de la sécurité routière, et le GPP, Groupement professionnel pétrolier, en ont initié une aux abords des établissements scolaires et des stations-service. À croire que ces différentes campagnes de sensibilisation, dont l'ambition est de lutter efficacement contre les principales causes d'accidents qui sont l'excès de vitesse, la consommation d'alcool, l'usage du téléphone portable au volant et l'ignorance du code de la route, soit simplement du tapage médiatique. Pourtant, il est impératif d'intensifier ces campagnes sur la sécurité routière à l'approche des fêtes de fin d'année afin de rappeler aux populations quelques règles de base. Par ailleurs, cette problématique des accidents est consécutive au fait que beaucoup de conducteurs n'ont malheureusement jamais suivi des cours d'auto-école, d'autres n'ayant visiblement rien retenu de ces cours et ceux conduisant tout simplement sans permis ni assurance. De ce point de vue, l'attitude de la police, généralement plus apte à encaisser les pourboires qu'à verbaliser les cas de conduite dangereuse, d'alcoolémie manifeste ou de non-respect du code de la route, sera déterminant, rien ne pouvant se faire sans répression juste et efficace. Surtout que le Gabon a depuis 5 ans reçu son quitus d'intégration à la FIA, Fédération internationale automobile, le devoir d'améliorer sa sécurité routière pour diminuer le nombre d'accidents de la route lui est donc obligatoire. En prélude à la célébration de la Journée internationale de la personne handicapée, la Fédération nationale des associations des et pour personnes handicapées du Gabon a été en justice ce matin le gouvernement gabonais afin d'exiger le versement au bénéfice de la fédération d'une indemnité de 200 millions de francs CFA, une plainte déposée par son directeur exécutif. Le récit avec Arnaud Mbabokoum. C'est une requête en référé d'heure à heure déposée par le directeur exécutif et consultant en droits de l'homme de la Fédération nationale des associations pour personnes handicapées du Gabon. Préludaire à l'organisation ce dimanche de la Journée internationale de la personne handicapée, cette plainte assigne en justice le gouvernement d'Emmanuel Issou Zengonde conformément à l'article 438 du Code de procédure civile aux fins de réparation de préjudice pour n'avoir pas versé au bénéfice de la fédération d'une indemnité de 200 millions de francs CFA. Des fonds de lenteur qui ont motivé le non-décaissement à ce jour de la subvention accordée aux personnes handicapées pour la journée nationale et le fonctionnement de cette organisation de la société civile, mieux par des menaces verbales
proféré par le ministre délégué à la famille et aux affaires sociales, M. Jonathan Lutungom, qui avait à haute et intelligible voix menacé d'interférer dans le décaissement de ces fonds. Il faut dire que ces fonds, ce n'est pas une aide du gouvernement, c'est une aide de l'État gabonais au bénéfice de cette communauté, des personnes vivant avec un handicap. Et l'État gabonais, via notamment le législateur, donc les chambres du Parlement, ont décidé, dans la loi des finances 2017, d'engager des lignes budgétaires pour la subvention des personnes handicapées et pour le financement de la journée nationale. Ces fonds ne sont pas décaissés, on ne sait pas pourquoi. Et le non-décaissement-là fait que les programmes contenus qui respectent l'esprit de la Convention de l'ONU pour le droit de personnes handicapées sont violés. Et la Convention elle-même donc est violée de fait par ces dispositions, par les dispositions qui sont contenues à l'intérieur. On va citer entre autres l'autonomisation de la personne handicapée qui est mise à mal, le sentiment d'appartenance à une même nation, c'est comme si les handicapés étaient des Gabonais entièrement à part, plus que d'autres lignes budgétaires orientées à d'autres fins. Pour la fédération, c'est un acte de maltraitance en violation de la Convention relative aux droits des personnes handicapées que le Gabon a ratifié le 30 mars et le 1er octobre 2007, convention contraignant tous les pays signataires de prendre en compte les droits des personnes handicapées avec la mise en place des politiques adéquates y relatives. En éducation, cette fois-ci, les responsables d'établissements sont récemment montés au créneau dans la capitale économique suite à l'insécurité grandissante dans les établissements du second degré. Un phénomène que l'on observe d'ailleurs dans tout le pays. Reportage. Insubordination, rapt, agression sur leurs camarades et même sur leurs enseignants, consommation illicite des drogues, des attitudes observées auprès des jeunes dans les établissements secondaires de la capitale pétrolière qui ont donné naissance à une psychose, tant chez les parents d'élèves que chez les apprenants. Cause de cette situation, certains jeunes scolarisés ayant des mentalités douteuses. Afin de mettre un terme à la suprématie de ces actes de délinquance, certains chefs d'établissement sont récemment montés au créneau, rappelant à l'ordre les parents d'élèves. Suivant nos enfants, l'école, c'est la seule voie de la réussite normale. La négligence et la complaisance de certains parents étant l'une des causes, ces derniers ont été appelés à la vigilance. Chers parents que nous sommes, nous devons veiller à l'attitude de nos enfants, tant à la maison qu'à l'école. Parce qu'il y a des actes que l'école ne peut pas laisser passer. Systématiquement, on sanctionne. Donc chacun prenne ses dispositions. Nous ne voulons pas former les élèves impolis, nous allons former les adultes responsables. Les citoyens responsables, c'est le rôle de l'école. S'agissant des justifications hors contexte scolaire, mais pour un enfant qui souffrait douloureux, tel que ma fille, quelle est la justification que je peux apporter? Lorsque une de nos élèves a des dysménorrhées, cet élève arrive à l'infirmerie. À l'infirmerie, nous œuvrons beaucoup plus sur les antispasmodiques, sur les antidouleurs pour être simple en langage. Nous parlons à la douleur et si l'intensité est intense, nous gardons l'enfant en observation. Et lorsque nous gardons l'enfant en observation, nous prenons la charge auprès des enseignements, auprès de la direction des études, pour justifier l'absence de l'enfant, que ce soit en devoir ou en cours. Certains points du règlement intérieur ont été également mis en lumière, notamment le code vestimentaire. Tout acte ou remarque à caractère moqueur, raciste, homophobe, sexiste, xénophobe, ainsi que toute forme de brimade sont strictement interdites au sein de l'établissement. Il en est de même des sévices corporels et raquettes. Tresses avec mèches, laine, tresses à zigzag, cheveux au vent, chignons, rouge à lèvres, fard, mascara, cils collés, ongles longs, les sacoches et autres bananes fantaisistes sont strictement interdites au sein de l'établissement. Il en est de même pour les sacs d'armes. Seuls les cartables, les sacs à dos et tous les autres sacs et colliers sont autorisés. Tout élève violent ou réfractaire sera exclu pour 3 jours, en cas de récidive 8 jours. Le rôle des autorités pédagogiques étant de veiller à la sécurité des apprenants
Dans les lieux d'apprentissage, les parents, par le biais des associations des parents d'élèves, devraient s'unir aux pédagogues en vue d'enrayer ce phénomène. Et pour la suite de ce journal, je vous invite à suivre cette réaction d'un psychologue clinicien qui s'exprime ici sur le harcèlement sexuel. Il est au micro d'Edwin Axel Ndiengi de Média Plus. Les définitions peuvent être variées, mais on peut dire qu'il y a harcèlement sexuel lorsque une personne, en l'occurrence un homme, c'est plus le cas, mais ça peut également être une femme, sollicite une gratification sexuelle et que l'autre partie n'est pas du même avis. Et alors, celui qui sollicite peut utiliser beaucoup de techniques jusqu'à la manipulation pour essayer d'avoir gain de cause. Le tabou est déjà dans la sexualité en elle-même. Tout ce qui est du domaine sexuel, malheureusement, ne bénéficie pas d'assez d'ouverture d'esprit chez nous, les Africains. Et donc, dans le milieu familial, on en parle très peu. Du coup, dans la société en général, cela se reproduit. La réticence d'en parler, c'est peut-être la stigmatisation. Hein, et le fait d'en parler pourrait être pris au premier degré de la part des intervenants. Alors, ils se réservent de le faire. Cela ne veut pas dire que ça n'existe pas. Au contraire, il est criard, ce phénomène. Ce qu'il faut que je dise en premier lieu, c'est que les personnes qui sont dans cette situation ne se sentent pas, elles, coupables. Je dis elles, pas pour me référer seulement aux femmes, parce que les hommes aussi peuvent être victimes d'harcèlement. Ils ne sont pas les responsables. Les responsables, ce sont ceux qui initient cela, parce qu'eux, ils ont souvent des plans très définis. Alors, ne pas porter cette culpabilité hein, et chercher à parler avec quelqu'un de confiance. S'il n'y a personne à qui se confier, eh bien, il y a des spécialistes. Nous, les psychologues. Le projet de révision constitutionnelle est de plusieurs sur la table des députés appartenant à la Commission des lois, des affaires administratives et des droits de l'homme, soumis par le ministre en charge de la justice, Francis Nkeya Ndige. Ce projet suscite déjà la controverse au sein de la classe politique. Les magistrats du Gabon estiment que la voie référendaire est la meilleure. Pierre Parfait Mbadikoum. Le ministre d'État en charge de la justice, Francis Nkeya Ndige, a soumis le projet de révision constitutionnelle le 30 novembre 2017 aux députés appartenant à la Commission des lois, des affaires administratives et des droits de l'homme. Mais ce projet de loi, qui tient de la mise en œuvre des actes du dialogue politique tenu du 28 mars au 26 mai 2017 à Libreville, divise la classe politique. Le premier à s'y être opposé ouvertement est Jean-Christophe Ovonongema. Le 6e vice-président du Sénat a fait sa grande cause dans la lutte contre ce projet de révision constitutionnelle souhaité par les hautes sphères du pouvoir. Pour Ovonongema, il s'agit d'un plan de monarchisation du Gabon. Le 19 octobre 2017, l'homme politique a appelé sur les antennes de TV5 Monde la mobilisation des Gabonais dans la rue pour faire preuve du rejet que suscite ce projet. Une vision partagée par Louis Gaston Maïla. L'éclectique président de l'Union pour la Nouvelle République perçoit la promesse de réforme comme autant de menaces pour nos acquis en termes de démocratie. Sabre à la main, pied au plancher, c'est la guerre ouverte entre ceux qui disent oui et ceux qui disent non.
En retraite dans un coin, Gérard Ella, le président de la Troisième Voie, appelle à la sérénité et croit qu'un référendum soit la solution. Mais là encore, c'était sans compter sur l'adage « le chien aboie, la caravane passe ». Le projet de révision constitutionnelle est désormais sur une table, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Alerté, le SINAMAG, le puissant syndicat national des magistrats du Gabon, a rejoint Gérard Ella en demandant l'organisation et la tenue d'une consultation populaire. Pour les magistrats, il est illégal et anticonstitutionnel que le dit projet soit validé par les députés dont le mandat est arrivé à son terme. À regarder de loin ou de près, tout cela n'augure rien de bon. Aujourd'hui, sur le continent africain et à travers le monde, les populations s'interrogent sur les réelles missions de l'Union africaine. D'aucuns pensent que cet organisme ne répond pas aux missions assignées par ses pères fondateurs. Euphrem Biyogo Edzo. Le 25 mai 1963, 32 chefs d'État et de gouvernement créaient l'Organisation de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. La vision des pères fondateurs était de faire de cette organisation un outil de coopération et d'intégration entre les États. Parmi les chefs d'État fondateurs, les avis étaient partagés sur sa nature. Il y avait d'un côté les partisans d'un fédéralisme mené par le président du Ghana, Kwame Nkrumah, et de l'autre, ceux qui militaient pour une Afrique des États avec à leur tête le président sénégalais Léopold Sédar Senghor. Ces derniers imposèrent leur vision pour l'Organisation de l'Unité africaine devint un outil de coopération et d'intégration entre les États. Depuis 2002, cet organisme est reconnu sous l'appellation de l'Union africaine, bien qu'éloigné des prérogatives qui lui sont assignées. Les États membres et gouvernements éprouvent des difficultés quant au règlement des conflits. Cette organisation est plombée par les lourdeurs bureaucratiques, une dépendance financière quasi permanente à l'endroit des bailleurs de fonds internationaux, dont les 3/4 des ressources proviennent de ces hommes providentiels. Comment devenir autonome s'il faille se faire dicter le mode de fonctionnement? Les exemples ne manquent pas. La dépendance honteuse dans les domaines clés comme le maintien de la paix et de la sécurité dans les opérations. Le seul mérite de l'Union africaine serait d'assister impuissante aux conflits alimentés en grande partie par la mauvaise gouvernance de ceux qui sont au pouvoir. Beaucoup sont désormais constitués en dictateurs. Eu égard à ce tableau sombre, l'Union africaine refuse apparemment de s'adapter à un monde en pleine mutation. Des illustrations négatives de cet organisme sont connues de tous. Comment nommer à sa tête des chefs d'État alors qu'ils étaient engagés dans une élection pour briguer un nouveau mandat dans leur pays? Autant d'incohérences qui prouvent que cette organisation a du plomb dans l'aile. En août 2016, lors de la présidentielle au Gabon, l'Union européenne, l'OEF, l'Union africaine ont couvert ce scrutin. L'Union africaine est le seul des 3 organismes à n'avoir pas rendu public son rapport. De quoi mettre en mal au fond de leur sépulture leur père fondateur de cette organisation qui, de leur vivant, avait rêvé d'une toute autre Afrique. Allons-y hors de nos frontières à présent. D'abord au Togo, les partis de l'opposition togolaise ont appelé à de larges manifestations contre le pouvoir en place jeudi. Des milliers de manifestants sont une nouvelle fois descendus dans les rues de la capitale togolaise. Reportage.
de l'opposition qui entend maintenir la pression sur le gouvernement. Après 3 mois de contestation, les militants se disent toujours déterminés. Ils exigent une limitation rétroactive du mandat présidentiel et la démission de Faure Gnassingbé. Le pouvoir promet un dialogue, mais l'opposition réclame des garanties en amont. Parmi elles, la libération des personnes détenues, la levée de l'interdiction de manifester dans les villes du Nord, telles que Sokodé, Bafilo et Mango, et le retour des militaires dans les casernes. Je vous propose d'écouter ces quelques réactions. Nous manifestons notre colère d'abord pour leur arrestation. Et le deuxième, la manière dont le Togo est en train d'être géré. La manière dont les autorités togolaises sont en train de violer notre droit constitutionnel d'ailleurs. À Tchamba, hier, nos manifestants ont été dispersés, bastonnés, nous ne comprenons rien. On veut aller vers l'apaisement ou on ne veut pas. Nous avons tenté de demander à aller là-bas pour renforcer les compatriotes sur place pour manifester. On nous a affiché une fin de non-recevoir. L'interdiction de manifester reste toujours imposée. Des milliers de Togolais ont défilé dans les rues à Lomé. La mobilisation contre Joseph Kabila, à contrario, a été plutôt timide à Kinshasa. Reportage. Ils ne sont qu'une poignée à braver l'interdiction de manifester. Dans les rues de Kinshasa, ces militants de l'opposition demandent une nouvelle fois le départ de Joseph Kabila, dont le mandat s'est achevé il y a presque un an. Pas question pour eux d'attendre le 23 décembre 2018, date fixée par la commission électorale. Si nous attendons l'alternance avec M. Kabila dans les élections, il n'y en aura jamais. Il n'y aura jamais des élections ici en RD Congo. Certains militants se regroupent devant le domicile de Félix Tshisekedi, le chef du rassemblement de l'opposition, empêché par les forces de l'ordre de sortir de chez lui pour se rendre à la manifestation dont il était lui-même à l'origine. D'autres responsables et élus de l'opposition ont été interpellés avant même les rassemblements et relâchés quelques heures plus tard. À l'autre bout du pays, dans la ville de Goma, la police a également été déployée pour empêcher toute manifestation. Cela prouve que ce gouvernement a maintenant peur de l'opposition. Il a peur du rassemblement. Parce que chaque fois que nous voulons manifester contre lui, pacifiquement, sans armes, il nous envoie la police, l'armée, avec des chars de combat pour nous réprimer. Des arrestations ont eu lieu ici, comme dans plusieurs autres villes du pays. Des affrontements ont fait quelques blessés, notamment à Lumumbashi et à Kananga. En Amérique, la marine argentine a annoncé jeudi la fin des opérations de secours lancées pour tenter de retrouver les 44 membres d'équipage du sous-marin San Juan qui n'a plus donné de nouvelles depuis le 15 novembre dernier. Reportage. L'annonce a mis fin au mince espoir qu'il restait pour les familles. Plus de 2 semaines après leur disparition, la marine argentine met fin aux recherches de survivants du sous-marin San Juan. Le ministère de la Défense et l'armée argentine, en tant qu'autorité en charge d'appliquer la Convention internationale relative aux recherches de sauvetage en mer, vous informe qu'aujourd'hui, jeudi 30 novembre, le cas du sous-marin San Juan est déclaré terminé. Malgré l'annonce, certains proches croient encore à un miracle. Mais la marine argentine se dit plus réaliste. Après plusieurs jours, l'espérance de vie est quasi nulle selon un officier. Désormais, priorité est donnée à la localisation du sous-marin. Les recherches se concentrent sur une large zone située à 400 km des côtes de la Patagonie. Selon plusieurs experts, c'est une explosion qui serait à l'origine du drame, provoquée par une avarie des batteries électriques. À l'heure actuelle, aucun indice n'a permis d'identifier les traces du naufrage, en dépit de l'aide internationale. Une note sportive dans cette édition d'information, il s'agit du portrait d'Assoumou Akwe, valeur sûre de l'équipe du Gabon, âgé seulement de 22 ans et formé à Rennes en France. Ce dernier vient de passer le cap de l'équipe nationale, celui de titulaire indiscutable des Panthères du Gabon. Saura-t-il conserver ce titre après le retour d'André Biogopoko? Là est toute la question. Mosconi Ngonba. Il est l'un des jeunes les plus discrets des 23 de José Antonio Camacho. Assoumou Akwe Junior, âgé de 22 ans, ce jeune joueur nourrit des ambitions exceptionnelles, celui de figurer au rang des meilleurs joueurs de sa génération. Il intègre l'équipe nationale du Gabon en juillet dernier,
lors de la sévère défaite 3-0 face aux éléphants de Côte d'Ivoire en match aller des qualifications du Mondial Russie 2018 au stade de l'Amitié. Un match qu'il avait d'ailleurs assisté étant remplaçant. Depuis lors, il enchaîne des matchs avec un statut de titulaire en équipe nationale. Une performance méritée au regard de son abnégation et la détermination qu'il montre chaque week-end dans son club de Romorantin en CFA française. Congratulé au terme de sa bonne prestation face aux éléphants de Côte d'Ivoire en match retour lors du début à 1 à Boaké. Son sélectionneur en équipe nationale, José Antonio Camacho, dit du bien de lui et lui prédit une carrière remarquable en équipe nationale. Malgré le retour de certains cadres tels qu'André Biogopoko en milieu défensif, Assoumou Akue assure qu'il reste engagé à apprendre aux côtés de ses aînés, tout en espérant ravir une place de titulaire au sein des Verts jaunes et bleus. Et en expression libre de ce soir, dites-nous, que célèbre-t-on le 1er décembre de chaque année? Qu'est-ce que célèbre-t-on tous les 1er décembre? Le 1er décembre, je crois que c'est la journée mondiale de la lutte contre le sida. Que c'est donc quoi? Que célèbre-t-on tous les 1er décembre? Le 1er décembre? Là, je ne connais pas. La journée internationale de la lutte contre le VIH. Que célèbre-t-on tous les 1er décembre? La journée mondiale de la lutte contre le sida. Que célèbre-t-on tous les 1er décembre du mois? La journée mondiale de la lutte contre le sida. 1er décembre du mois. Je ne crois pas me prendre. 1er décembre du mois. 1er décembre du mois? 1er décembre du mois. Oui. Là, je ne sais pas. Que célèbre-t-on tous les 1er décembre du mois? 1er décembre? Oui. 1er décembre, moi je ne sais pas. 1er décembre du mois. Pardon? Que célèbre-t-on tous les 1er décembre du mois? Mais la journée du sida. Que célèbre-t-on tous les 1er décembre du mois? Le 1er décembre du mois. Franchement, je n'ai pas. 1er décembre du mois. C'est bien la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, comme disaient certains dans ce micro-trottoir. Point final à ce journal. Merci de nous avoir suivis.